Oui, nouvelle petite séance de kanji. Si vous aimez bien, n'oubliez pas de liker, commenter et me suivre un peu partout. Merci à vous. Donc, notre premier kanji d'aujourd'hui que vous découvrez là et que je vais vous dessiner, c'est le kanji du son. Le son, le bruit. Donc, en haut, on va avoir, le vase. Et en dessous, on va avoir le soleil, le jour. Voilà. Il ne l'a toujours pas reconnu. Ah si, quand même là. Hop. Voilà. Hein, vous le voyez ici, mais vous le voyez déjà derrière, en fait. Hop. Ah, pourquoi il me permet pas de fermer ça, c'est pas grave. Hop. Non, il veut pas me supprimer. Voilà. Le voici. Auto, parfois ne, deuxième lecture kun, comme par exemple dans neiro, le ton, la tonalité. On, in, parfois non, ça je vous avoue je connais pas trop, mais ce on l'a notamment dans ongaku, ongaku, la musique que vous voyez ici, ongaku, ça c'est tanoshi, quelque chose d'agréable, de sympathique, donc des sons plaisants, hein. Ongaku. Sinon sa lecture kun standard c'est oto, le son. Voilà, voilà. Alors celui-là, quelle petite histoire s'est fait la communauté. Je vous avoue, moi je me souviens plus trop de comment je me l'étais mémorisé. Parce que quand même cette idée d'être, enfin vous savez la partie haute, hein, pour réviser, c'est le vase, mais c'est aussi le kanji qui veut dire être debout, se dresser debout. Eh coucou Hatem, yokoso. Donc être debout devant le soleil et faire du son. Donc je ne sais pas si vous avez l'habitude. On pourrait penser à un coq. On pourrait penser au coq de la basse-cour, voilà, qui tous les matins se lève devant le soleil et pousse son cri. Ça peut être sympa ça, le cocorico, le son du coq quand il se dresse devant le soleil pour saluer la nouvelle journée. Voilà, ça peut marcher ça comme histoire. Et coucou Ginseka. Donc le son. Le son. Ce son, on va l'utiliser en combinaison évidemment avec d'autres éléments. D'abord, on va remettre à nouveau le soleil, le jour à gauche. Voilà. Tchoc. Et dans la partie droite, le son. Hop. 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 Et voilà. Donc, j'ai deux fois le jour. Vous voyez, je l'ai à gauche et en dessous du vase. En dessous de la personne debout. Et celui-là, ça veut dire l'obscurité. Quelque chose de sombre. Kurai. Kurai, c'est un adjectif variable, super pratique. Ça veut à la fois dire quelque chose de sombre, mais vous pouvez, donc visuellement, sans lumière, mais vous pouvez aussi vous en servir au sens figuré pour désigner une humeur sombre, une histoire qui est un peu sombre, qui est un peu déprimante. Voilà. Kuramu, ouais, s'assombrir, si je dis pas voilà. Mais celui-là, on ne voit pas beaucoup. Et ce kureru, c'est plutôt d'autres kanji qu'on voit avec. Donc c'est vraiment kurai, et ce an, lecture on, qu'on trouve souvent, hein, ankoku, avec, est-ce qu'on va l'avoir quelque part, ankoku, c'est quelque chose de sombre ou l'obscurité. Vous voyez avec kuroi, le noir, kuroi, ankoku. Les chevaliers zodiaques, c'était les chevaliers noirs qui s'appelaient comme ça, les Ankoku Seinto. Donc voilà, l'obscurité. Et je me souviens que l'histoire que je m'étais fait, c'était dire une journée sans des sons de musique, une journée où on n'écoute pas de la musique,
C'était une journée bien sombre, une journée bien triste, une journée... voilà. J'ai imaginé un monde où voilà, où on ne pouvait pas écouter de musique, où on ne pouvait pas écouter des jolis sons. Et je me suis dit, ah bah tiens, c'est bien déprimant, c'est bien triste, c'est bien sombre. Et comme ça, j'ai réussi à retenir cette petite combo. Voilà. Dans l'obscurité, il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de son. Kurai. Un kanji assez fréquent. Vous voyez, ils nous le mettent au niveau N3. Voilà, ne vous inquiétez pas, celui-là, c'est un kanji fréquent, que vous verrez. Le suivant, il est un peu moins. On va être dans du, je pense clairement, dans du N1. Cette fois-ci, notre son, on va le trouver à gauche. Ok ? Hop. Et à droite, on va avoir un kanji qu'on a vu il y a quelques temps, qui signifie l'employé. Donc il commence par la bouche en haut et en dessous l'argent. La bouche à nourrir. Je suis employé parce que j'ai des bouches à nourrir. Enfin, je dis l'argent, c'est le coquillage. Vous savez, qui souvent symbolise l'argent dans les kanji. Voilà. Donc il est très mal dessiné, mais on l'a quand même trouvé ici. Ce petit kanji. Ça veut dire la rime. Le mot-clé qu'a choisi ici, c'est la rime. Et sa prononciation, ça va être in. Ok, bon, on est clairement dans du N1, c'est très élaboré. Vous allez beaucoup l'oublier si vous suivez la méthode, mais ne vous inquiétez pas, vous finirez par le retenir et vous ne le verrez pas très souvent, donc même si vous l'oubliez souvent, ça ne va pas beaucoup vous handicaper. Donc voilà, j'arrive même pas à me souvenir de mots qu'il utilise. Oh là là. Ah si. Ah non. Ah, attends. Boin, non? Alors, yoin, voilà, effectivement, la réverbération, l'écho. Et mais il n'y avait pas un truc avec la syllabe. Bon, bref. Hein, celui-là, c'est pas le plus fréquent de la Terre. Mais on va quand même essayer de se trouver une histoire sympa. Moi, je m'étais fait une forme de définition du dictionnaire en me disant que on employait, puisque là j'ai mon employé à droite, on employait des sons pour faire des rimes. Voilà, c'était un peu le travail du poète, d'employer des sons pour faire des rimes. Voilà, et c'est une histoire que j'ai beaucoup oubliée parce qu'elle n'est pas fantastique. Mais donc vous trouvez peut-être mieux, il y en a qui sont mis carrément des emojis musicaux. Ministry of Sound. Ouais. N'hésitez pas à chercher des choses qui vous plaisent au niveau musical, au niveau sonore, hein, pour venir, voilà, pour venir égayer, enrichir toutes vos petites histoires. Hey, coucou Fanny, Fanny Nguro Papa-san, Yokoso. Voilà, avec notre son. Alors, là on va voir un composant qui m'a beaucoup posé de problèmes en raison du mot-clé que M. Heissig a associé à ce composant. Donc, je vais vous le montrer. Ça commence bien, puisqu'on a le son, hein, avec une petite variation, puisque cette fois-ci, le trait va continuer vers la droite. Ok, c'est pas droit, mais c'est censé l'être. Ok, parce que vous allez voir qu'il va accueillir autre chose. Donc là, j'ai mon son qui est un peu débordé vers la droite, puisqu'à droite, hop, on a ça. Hein, la fiesta. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce petit composant, voilà, qui du coup vient couper notre son. Et le sens qu'a mis M. Heissig, c'est un kazoo. Un kazoo. Ok, c'est quoi un kazoo?
C'est une sorte de petit, on peut pas dire un harpeau, je dis n'importe quoi. C'est pas un autre son ça en français? Non. Bref, mirliton, mon Dieu. Ça c'est vraiment pas des mots qui font partie de mon vocabulaire habituel. Donc voilà, regardez-le là, en sureau, il est beau. Donc une sorte de petit, c'est même pas vraiment une flûte, mais quand vous soufflez dedans, ça fait un petit son. Et ça suit la note que vous faites et ça fait des sons un petit peu bizarroïdes. Merci pour le sub, Guro Papa Fanny-san. Le kazoo. Donc voilà, ça c'est ça. Bon, pas facile je trouve, parce que à la fois visuellement c'est assez compliqué et en plus c'est pas un objet du quotidien quoi. Mais voilà, et donc je crois que c'était voilà. Sinon vous pouvez éventuellement garder l'essence séparée des deux composants, le son plus la fiesta. Vous pouvez aussi imaginer que voilà, c'est la fiesta puisque quelqu'un fait avec son kazoo. Bon, faites ce qui marche le mieux pour vous. Le premier kanji, donc ça c'est un composant, donc c'est pas vraiment un kanji en tant que tel. Le premier kanji qu'on va voir qu'il utilise, il est un petit peu coton. D'abord, on a la clé du langage. Dire quelque chose, souvenez-vous, le verbe iu. Et ensuite, on a le kazoo. Hop. Donc on dit quelque chose avec le kazoo. Ok. Hop. Hop. Est-ce qu'il me l'a reconnu? Yes, il me l'a reconnu. C'est-à-dire que je n'ai pas trop merdé mes traits. Donc vous voyez, il est assez compliqué, celui-là. Coucou Lilou. Le mot-clé qu'a choisi monsieur Reisig, c'est discriminating. Mais c'est la discrimination, pas tellement dans le sens péjoratif, dans le sens négatif du terme, mais plus dans la capacité à distinguer des choses entre elles. Voilà, c'est ce sens-là de discrimination qui vient avec. Coucou Abeille Flandre. Donc, surtout, on pourrait parler plutôt de discernement. J'aime bien le mot-clé discernement. Je ne sais pas quel est celui qui avait choisi Monsieur Magnette avec ces kanji-là, ce kanji-là. Mais voilà, vous voyez, c'est cette idée que je connais quelque chose et du coup, je peux le distinguer d'autres choses. Il y a une idée de connaissance derrière. Vous voyez d'ailleurs qu'on peut utiliser ce kanji pour le verbe shiru, qui veut dire savoir, même si habituellement, c'est ce kanji-là qu'on utilise pour shiru. Vous allez surtout le trouver, ce kanji, avec sa prononciation on, shiki, et c'est un kanji relativement fréquent, notamment avec le terme, oh ils ne l'ont pas mis, c'est nul ça, ishiki shite imasu, je vous le tape, ishiki, la conscience, être conscient de quelque chose, la connaissance aussi, être au courant de quelque chose. Sono ishiki. Il y a également nishiki, le fait de reconnaître quelque chose, de percevoir quelque chose et d'en être conscient. Donc il y a toute cette idée de discernement, de conscience. Donc même si c'est un kanji relativement complexe visuellement, on le voit souvent et donc on finit par rentrer celui-là. Ishiki. Donc en termes de moyens mnémotechniques, donc on a notre kazoo là, nos sons et la fiesta, et à gauche le langage. Et tout ça, ça fait le discernement. Pas facile de se trouver une histoire avec ça. Peut-être vous pouvez avoir l'idée que qu'est-ce qu'on peut se faire avec le kazoo? Comme c'est un peu une sorte de harpeau, de sifflet, est-ce qu'on peut se faire un truc avec l'idée que quand on veut dire quelque chose, on peut peut-être imaginer l'éducation d'un animal, l'éducation d'un chien peut-être, où vous servez de votre petit kazoo pour dire des choses à votre
à votre chien et l'aider à distinguer, l'aider dans son discernement pour savoir, pour qu'il comprenne des choses. Ouais, pas facile, pas facile. Hein. Les mots sont difficiles à distinguer des sons au milieu d'une fête. Ah, pas mal ça. Hein. Il y en a qui mettent sur cette partie-là le mot. Et ça peut marcher. Hein. Donc les mots, on a du mal à les discerner dans une fête où tout le monde utilise un kazoo. Ça peut être pas mal. Donc un peu challenging celui-là, mais heureusement c'est un kanji qu'on voit souvent. Donc quand on fait un petit peu d'immersion, qu'on travaille un peu, on y arrive et il finit par rentrer. Alors le composant suivant, parce que oui on va déjà voir un autre composant, c'est encore fait avec notre petit vase. Et en dessous du vase, on a, cette fois-ci le vase ne déborde pas, hein, on a miru, regarder. Vous savez, l'œil avec... L'œil avec deux pattes. Miru. Ah, il me l'a confondu avec un autre. Non, c'est pas du tout ça. Oui, d'ailleurs, c'est pas vraiment un kanji, ça. Hein, c'est un composant. C'est un composant auquel on a la signification de miroir. C'est facile. Vous imaginez la vilaine reine dans Blanche-Neige qui se dresse et qui regarde son beau miroir et qui lui demande « Miroir, mon beau miroir, suis-je toujours la plus belle ?» Voilà, donc ça c'est un composant auquel il y a le sens de miroir et il va nous servir, spoiler, à écrire le kanji du miroir. Le kanji du miroir, la seule différence qu'il va avoir, c'est que sur la gauche, on va avoir l'or, ou plutôt la clé qui désigne le métal, hein, avec son petit trait de biais en dessous. Et à droite, j'ai donc mon miroir. Mon miroir qui a un cadre métallique, pas trop dur à mémoriser. Hop, et voilà. Check. Ce miroir, vous savez peut-être comment il se prononce. Oh, je ne l'ai pas trop connu, dommage. Ça se prononce Kagami. 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 Parfois vous avez des personnages qui s'appellent Kagami. Hein, Kagami. Sa prononciation on, c'est Kyo, qu'on va aussi trouver avec d'autres kanji qui utilisent cette partie-là à droite. Également Kei. Si je dis pas de bêtises, c'est avec, on a une lecture régulière avec Megane. Voilà. Hein. Megane, les lunettes, vous pouvez l'écrire en kana, hein, si vous voulez pas vous planter, il n'y a pas de souci. Hein. Pourquoi pas en katakana si vous voulez faire un effet de style. Mais vous pouvez aussi l'écrire en kanji, c'est une lecture régulière. Donc le miroir, les miroirs qui se trouvent devant vos globes oculaires, ça c'est les globes oculaires. Megane. Voilà, sinon Kagami. Et cette lecture Kyo, mais qu'on trouve un peu moins souvent. C'est du N1, mais moi je le trouve plutôt sympathique celui-là. Comme kanji, parce que voilà, c'est une histoire facile, c'est un objet concret, hein, c'est toujours plus facile de faire des histoires avec des objets concrets. Voilà, un miroir avec un cadre métallique. Ok, simple. Simple, basique. Allez, on passe au suivant. On va encore avoir notre miroir, mais cette fois-ci avec une autre clé. À gauche, je vais avoir la terre, le sol. Hop. Alors, de quoi tu me parles, gros papa, Fanny? Dans Osama Ranking, on entend beaucoup parler d'un personnage qui est un miroir. Et du coup, j'imagine qu'il s'appelle Kagami. Je connais pas Osama Ranking. J'irai regarder. Alors, j'ai même pas fini l'anime Gudetama, c'est vous dire le niveau d'implication que j'ai dans mon immersion de contenu en japonais visuel en ce moment, c'est pas terrible. Bref, voilà, donc à gauche j'ai le sol,
la terre, et à droite, j'ai... Ah, mais c'est ça que je fais mal depuis tout à l'heure. Ouh là là. Grosse bêtise. C'est pas... grosse bêtise. Je vais me corriger. Hein, puisque depuis tout à l'heure, je mets un trait en trop. On n'a qu'un seul trait là. Hein, donc c'est le jour avec des pattes. C'est pas exactement miru. Hein, c'est pas l'œil avec des pattes. Tu m'étonnes qu'ils ne me reconnaissaient pas. Je dessinais mal. Je faisais un trait en trop. Pardon. Donc vous voyez, un seul trait là. Pas deux. Gomen nasai. Donc ce kanji là. Cette fois-ci, on a notre miroir et la terre. Et tout ça, ça veut dire la frontière, la limite entre deux territoires, hein, une région. Ce sakai, sakaime, par exemple, le point de jonction, la frontière. Il y a vraiment cette idée qu'au-delà de la frontière, il se passe quelque chose. Ce sakai, c'est un mot que j'aime bien, il a aussi un peu une dimension spirituelle aussi. Et sa lecture kyo, qu'on trouve par exemple dans Kokyo, hein, les frontières d'un état, avec Koku, Kokyo, voilà, hein, Kokyo, mot qu'on a vu beaucoup au moment de l'invasion de l'Ukraine par les Russes, forcément. Voilà, donc celui-là il est fréquent, hein, ouais, niveau N2, clairement. Ce sakai, et les deux prononciations sont... Voilà, sont franchement utilisés. Hein. Sakai kyo e Kagami no naka no actress sur Kimagure Orange Road. Ah bah j'irai écouter à thème. Tu dis abeille originale d'associer frontière avec reflet, ça donne un peu repli sur soi. Ah bah peut-être que ça peut... ça peut marcher, effectivement. Moi, je m'étais fait une histoire un peu fantastique, un peu à la, enfin, il y a toujours l'idée, enfin, j'avais pensé à Alice au Pays des Merveilles, enfin, la suite, Alice au travers du miroir, où, ben voilà, quand le miroir, dans plein d'histoires un peu fantastiques, ça constitue la frontière entre le monde réel et un monde alternatif, un monde imaginaire, un monde parfois terrifiant. Et donc, moi j'avais mis l'idée que la Terre qui se trouvait de l'autre côté du miroir, c'était un nouveau monde avec d'autres frontières, et le miroir constituait la frontière entre le monde réel et ce monde imaginaire. C'était ça la petite histoire que je m'étais faite. Voilà. Maintenant, on va avoir un kanji déprimant, mais au moins très facile à écrire. 3 traits. Ich. Ni. Je ne vais pas faire de bêtises comme tout à l'heure. San. Et voilà. Il n'est pas très joli, mais il a bien été reconnu. Ce kanji-là, je vous dis qu'il est déprimant parce que ça veut dire mourir, disparaître, périr. Ah, on peut utiliser horobiru, horobos. Je ne savais pas. Parce que horobiru, c'est plutôt d'autres kanji. Hein. Voilà, mais surtout, nakunaru, mourir, disparaître. Oui, Lilou, tout à fait. Hein. C'est pas exactement le kanji de la mort en tant que telle. Elle a son propre, son joli kanji à elle, qui est aussi, voilà, qui est là. Hein. La mort, elle est là, la grande faucheuse avec sa petite cuillère. Et donc là, c'est le fait de mourir, hein, tout à fait. Voilà, et on va le trouver avec sa prononciation beau aussi, pas mal utilisé. Ah oui, mo aussi. On a quoi? Moku. Ah oui, non, c'est un autre celui-là. Ouais, l'aveugle. Donc ça, c'est un kanji fréquent, vraiment utile. Et en plus, il est très simple, il ressemble un peu à un kana. Hein, tout à fait sencha, décédé, tout ça. Donc voilà. Hein. Nakunaru, je vous le tape. Oups. Nakunaru. Hein, disparaître, mourir. Nakunatta ryoshin toka. Du coup, moi j'avais plus trop d'histoire
en stock pour celui-là parce qu'il est quand même très basique visuellement, donc c'est toujours parfois un peu difficile. Périr. Ah oui, donc on a notre chapeau de forme et en dessous, espèce de crochet, enfin le crochet vaguement. Vous pouvez penser peut-être à un autre personnage qui symbolise la mort, peut-être ça peut vous évoquer, je sais pas moi, le capitaine Crochet ou le méchant dans La princesse et la grenouille, je sais plus comment il s'appelle, le docteur Facilier là, qui a un gros chapeau de forme et qui est assez sordide, qui communique avec les esprits. Ça peut marcher. Je sais pas s'il y en a qui ont trouvé mieux, parce que c'est vrai que quand c'est très basique visuellement, c'est pas toujours évident. Il y en a un qui a pensé à Charlie Chaplin. Ah oui, quelqu'un qui est mort, un homme qui est mort, et du coup il a laissé son chapeau de forme sur le crochet. Quelqu'un qui a vu un pictographe de cercueil. Ah bah c'est un peu dur là quand même. Ouais. Je sais pas trop un cercueil pourquoi. Bref, l'avantage c'est celui-là, vous allez voir souvent. La forme hantée à apprendre, c'est la mort. Il y a un peu de ça. Il y a un peu de ça. Et donc, là, ce qui est cool, c'est que il va nous servir à faire un autre kanji pour lequel l'histoire va être assez évidente. Donc, en haut, je vais avoir périr, mourir. Hop. Que j'ai pas très bien fait, mais on s'en fiche. Et en dessous, j'ai un œil. Cette fois-ci, bien un œil. Avec 2 traits au milieu. Hop. Et il est là. Ça veut dire aveugle. L'œil qui est mort. Bim, c'est fait, plié, emballé, pas besoin d'aller chercher midi à 14h. L'œil qui est mort, ok. Bah, quand tes yeux ils sont morts, t'es aveugle. Simple, basique. Pardon, j'ai entendu ce truc d'Orelsan ce matin à la gym et ça m'est resté dans la tête. Donc, Mekura. Et puis voilà, Momoku. Ils vont nous le mettre quand même, Momoku. Ah non. Akurana. Tsukuri Mekura. La fausse. Le fait de feindre le fait d'être aveugle. Eh ben dis donc. Hein. C'est drôle. Ah oui, Mogakko. Une école pour les personnes aveugles. Vous allez y arriver sur la forme hantée, les amis, vous inquiétez pas. Tant que vous ne laissez pas tomber, ça va. Alors, le suivant, on le trouve moins fréquemment. Et il est peut-être un peu plus compliqué à faire au niveau des histoires mnémotechniques. Mais on va quand même y arriver. Donc, j'ai toujours le fait de périr, disparaître, mourir, et en dessous, une femme. Une femme morte. Nani kore. Oh bah alors, il ne l'a pas bien reconnu, c'est pas sympa ça. Check. Ah, surtout qu'en plus celui-là, ouf. Est-ce que j'ai des mots de vocabulaire qui me viennent avec... Ah bah si, il est là, il m'a reconnu. Ouf, merci, parce que le vocabulaire, j'étais un peu à sec là. Ah oui, si, il y a Moso. Ouais, c'est ça, un fantasme, une chimère. Donc, celui-là, il est beaucoup moins fréquent, on est sur du N1, vous voyez. Il a beau être simple visuellement, il n'est pas très fréquent, donc c'est pour ça qu'on a un peu tendance à l'oublier. Il va se prononcer Mo comme le précédent. Midarini, incroyable. Je savais pas que c'était celui-là qu'on utilisait. Bref, l'idée, le concept, c'est delusion. Donc le fait de se faire d'avoir une idée fausse. Ok. D'avoir une idée fausse, d'avoir une idée un peu chimérique. Hein. Vous pouvez garder l'idée de
peut-être de la chimère, c'est pas mal, hein, mais de la chimère, pas dans le sens la créature fantastique, mais la fausse bonne idée, quoi. Hein. Hop. Donc voilà, d'avoir une idée un peu délirante. Voilà, le mot auquel j'ai pensé, c'est celui-là, c'est mosso. Hein. Voilà, une idée ridicule, un délire. Je sais pas on n'a pas de mot aussi direct que delusion en français, surtout pour la self-delusion, le fait d'être soi-même deluded, le fait d'être soi-même voilà, dans l'auto, je sais pas moi, comment dire, pas d'être dans un fantasme qui n'a aucune base sur la réalité. Donc, voilà, et tout ça avec une femme qui est morte. Un peu compliqué. Ah, pas mal. Si vous vous dites que vous devez périr pour une femme, c'est vous délirez totalement, quoi. Hein, que vous avez des idées, des idées délirantes, que vous êtes complètement aveuglé. Hein, c'est l'idée d'être aveuglé, mais par une idée ou dans le sens métaphorique, quoi. Ah oui, on peut penser à Roméo et Juliette, vous savez, enfin à la fin, spoiler, enfin bon, Roméo et Juliette est suffisamment vieux pour qu'on puisse faire des spoilers, mais notamment le fait qu'ils font semblant de, enfin Juliette fait semblant d'être morte, mais Roméo croit qu'elle est vraiment morte et c'est pour ça qu'il se suicide devant elle. Donc ouais, pas évident celui-là, mais vous allez y arriver. Alors le suivant, il est un peu coton, mais il est relativement fréquent. Donc ça vaut le coup de s'y atteler. Cette fois-ci, on a les plantes en haut. Plantes, les fleurs. On a... la mort, enfin le fait de mourir, le fait de décéder. Et en dessous, on a la rivière en dessous. Ok. Des plantes mortes dans la rivière. Et tout ça, le mot-clé qu'a mis M. Heissig, c'est laid waste, c'est-à-dire la dévastation. Un paysage, imaginez un paysage complètement dévasté, genre fin du monde. Voilà. De là, avec de la... Enfin voilà, il y a un côté vraiment aride, quoi. Imaginez que c'est un peu comme à la fin du roi, enfin le pays du roi lion après que Scar est devenu roi et que tout est sec, qu'il y a trois pauvres, qu'il n'y a plus rien à bouffer, tout ça. Voilà, et donc on a ce verbe là, areru, hein, qui veut dire, qui représente ça, le fait que quelque chose se dégrade, devienne extrêmement hostile. Voilà, il y a l'idée d'un environnement hostile. Donc c'est pas évident d'associer des mots précis, je trouve, français à ce kanji, à ces idées, mais au moins visuellement, je trouve qu'on peut se le représenter, parce que imaginez un paysage de mort dans lequel il y a juste des feuilles mortes qui sont charriées par la pauvre, par une petite rivière. Et vous pouvez dire que voilà, que c'est un paysage de désolation peut-être, un paysage désolé, quelque chose comme ça. Et comme je vous ai dit, celui-là, il est relativement fréquent, hein, vous voyez, niveau N2. Voilà, on a même le verbe transitif arase, hein, qui veut dire dévaster quelque chose. Ouais, peut-être la dévastation, dévaster, c'est ça le meilleur mot qu'on peut trouver. Hein, la dévastation, un paysage dévasté dans lequel les feuilles mortes les feuilles mortes des plantes sont charriées par la rivière. Ça peut marcher. Regardez, une fois que Godzilla avait dévasté la ville, les survivants ont mis des fleurs sur le corps de ceux qui sont morts et ont envoyé leurs cadavres le long de la rivière.
Ça marche, ça. Ah, et le suivant, je l'adore. Le suivant, je l'adore parce qu'il me fait penser à Sailor Moon. Il me fait penser à Sailor Moon. Donc, d'abord, on a... Il est un peu compliqué hein, visuellement. D'abord, on a des CD en haut à gauche. À droite, on a la lune. Qui est un peu penchée normalement, mais j'ai un peu du mal à faire. Et en dessous, on a le roi. Le monarque. Hop. Celui-là, Nozomi Bo, c'est l'ambition. Quoi? Quel est le rapport? Quel est le rapport avec Sailor Moon? Bah déjà, on a la lune. Et ben, l'ambition de la méchante reine Beryl au début de Sailor Moon, ou l'ambition des méchants dans Sailor Moon, c'est de tuer la reine de la lune. Voilà. Hein, donc voilà, moi j'ai pensé à tous ces méchants toujours très arrogants, très ambitieux dans Sailor Moon, hein, qui veulent tuer la reine de la lune, qui veulent tuer le roi de la lune, et voilà, et montrer que c'est des gens bourrés d'ambition. Ça c'est un kanji qu'on voit souvent, hein. Niveau N3, c'est le bo de Kibo, Kibo, l'espoir. Donc c'est un joli kanji, c'est un mot qu'on voit souvent. Il y a le verbe nozomu, donc aussi espérer, attendre quelque chose, désirer. Voilà. Donc ça c'est vraiment un kanji que j'aime bien. Et voilà. Tous les kanji qui font penser à Sailor Moon, forcément, ils peuvent pas être complètement mauvais. Le petit composant suivant, c'est pas juste un composant d'ailleurs, c'est un vrai kanji. C'est un kanji de base. Ça va être du N5 ou du N4, celui-là. On a d'abord notre chapeau de forme. Hein. Et en dessous, on a quelque chose qui ressemble un petit peu à notre poignard. Bon, je n'ai pas bien fait d'ailleurs. Hop. Hop. Voilà. Celui-là, il est super courant. C'est la direction. Kata ou ho. Ça peut être aussi utilisé, surtout en keigo, surtout dans un style poli, pour désigner une personne. Kochira no kata. Nihon no kata desu ka? Êtes-vous une personne japonaise? Hein, quelqu'un qui va être poli vis-à-vis de vous, plutôt que vous dire ah, Furansujin desu ka? Il va vous dire Furansu no kata desu ka? Est-ce que vous êtes une personne française? Mais son sens premier, c'est la direction. Ho. C'est le ho de la forme grammaticale. Hein. Ho ga ii desu. Hein, tu ferais mieux de faire ceci, cela, qui sert à donner des conseils. Hein, littéralement, cette direction-là, elle est bien. Donc, tu ferais mieux de la suivre. On est sur du N4. Hein, mais clairement, ça, c'est un kanji de base. Êtes-vous une direction française? Tout à fait, dites-vous. Kochira no kata desu. Hein, aussi, une direction, une façon de faire. Hein, vous savez, il y a comment on pourrait dire, hanashikata, hein, la façon de parler, yomikata, la façon de lire, iikata, la façon de dire quelque chose, la façon de faire quelque chose, ce ho. Donc ça c'est un kanji que vous allez vite apprendre, vite mémoriser. Il est très simple, 1, 2, 3, 4 traits. Donc j'avoue, j'ai pas trop de l'histoire mnémotechnique dont je me souvienne pour celui-là. Ouais, franchement celui-là, allez, si on va quand même essayer de s'en trouver un, mais... Ah oui, c'est vrai qu'il ressemble aussi hein, à 10 000. Hein. Man, d'ailleurs, faut pas le confondre, hein, c'est surtout ça qui est important. Hein. Man, il n'a pas le petit trait en haut. Hein. Voilà, celui-là, hein, ce man. Donc, travaillez bien la distinction entre ces deux-là. C'est important. Vous voyez, quand vous les voyez côte à côte, elle est évidente, la distinction. Hein.
Donc n'hésitez pas à revoir les kanji un peu différents comme ça. Donc franchement celui-là je vous laisserai vous trouver votre propre histoire mnémotechnique parce que voilà, c'est pas, c'en est un qu'on voit très souvent et puis on va le voir dans tellement mais tellement d'autres kanji que c'est limite pas drôle. Allez, on va en voir deux aujourd'hui. Le premier qui utilise ce composant. La clé de la femme. Hop. À gauche et à droite, la direction. Et il est marrant celui-là. Il est rigolo parce que ça veut dire perturber. Perturber. Samata geru. Vous voyez une belle lecture kun là. Vous voyez souvent, comme à chaque fois qu'on me demande mais comment je sais laquelle lecture kun, laquelle la lecture on, et je réponds toujours c'est au feeling. Et le feeling, comment tu le détermines? Tu vois par exemple ma lecture kun là, samata geru, j'ai plein de sons là. Alors que ma lecture on c'est juste beau. Donc si tu as plein de sons dans ton kanji là, c'est plutôt une lecture kun. Et puis là en plus c'est avec des okurigana, donc c'est très souvent des lectures kun comme ça. Donc samatageru, perturber, également prévenir dans le sens empêcher quelque chose. Bo, voilà, on le trouve aussi. Mesure Heissig, donc ça veut dire la direction. Pour que ça soit un peu plus concret, il recommande à ce que ce kanji de direction, quand on l'utilise comme un composant, on lui affecte le sens d'une boussole. Voilà, la boussole qui vous montre la direction du nord. Et donc là, on a une femme et une boussole. Une femme et les directions. Et ben, moi, j'ai simplement pensé au fait que voilà, qu'une belle femme qui a le pouvoir de perturber la boussole des hommes, hein, et de faire que voilà, qu'ils perdent un petit peu leurs moyens face à elle. Donc voilà, j'ai pensé à les images classiques d'une belle femme qui marche dans la rue et avec des hommes qui perdent leurs moyens devant elle, qui se retournent et tout. Donc des idées un peu tradies, un peu sexistes et tout, mais qu'on a dans nos têtes. Hein. Liberian Girl. Anapapapapapi. Ah là là. C'était pas un clip de Michael Jackson où il y avait 1 milliard de célébrités des années 80, dont on en a oublié 70% maintenant. Bref, donc voilà, une très belle femme qui perturbe la boussole biologique de ces messieurs. Et un autre, cette fois-ci avec la clé de la terre, du sol, et notre direction, notre boussole qui nous indique la direction. Alors celui-là, il est un peu moins évident en termes de sens. Parce que Yes Lilou, c'est effectivement un garçon, hein, ou un prêtre. What? Eh oui, un garçon, mais souvent un jeune garçon. Souvent, pensez à un petit bébé ou un gros bébé. En fait, ce beau là, hein, c'est le beau de Akanbo, un bébé, hein, notamment. Akachan, Akanbo. Mais où est-ce qu'on va le trouver, lui? Attends, on va voir. Pensez au bébé géant dans Le Voyage de Chihiro. Voilà. C'est à lui qu'il faut penser comme garçon. Mais putain, il l'a dessus. Mais c'est génial, j'avais complètement oublié ça. Il a le kanji sur lui. C'est pour ça qu'il s'appelle Bo. Parce que Bo, c'est ça. Et pourquoi ça veut dire à la fois un garçon et un bonze? Eh ben, vous vous posez pas la question là. Parce que le bonze, il a le crâne rasé. Il a le crâne rasé. Voilà. Mais vous allez me dire, ok, mais quel est le rapport là avec la terre et la direction? Pas facile. Je sais pas si je me souviens de l'histoire que je m'étais faite, moi. Oh là là.
Franchement, je m'en souviens pas bien de quelle histoire je m'étais fait. C'est quand même incroyable, regardez-le lui. Je l'adore ce personnage. Il est tellement creepy. Quand tu le vois là, la première fois qui est gigantesque, là, puis il commence à parler avec sa voix de bébé là. Le garçon a perdu sa boussole dans la terre. Et tu dis, Fanny, bah ouais, tu vois, Boji. Ton personnage, c'est un petit prince qui normalement est un géant. Bah, tu vois, voilà, tout ce qui peut être lié à des animés ou des expériences de votre vie, des choses que vous aimez bien, hein. Utilisez ces correspondances-là pour vous. Vous n'êtes pas en train de créer une méthode d'apprentissage des kanji, hein. Vous êtes juste en train de créer ce qui va marcher pour vous, hein. Donc cherchez pas trop à théoriser, faites des trucs qui restent avec vous. Donc si c'est lui, c'est pas mal. Vous pouvez carrément, si vous voulez, hein, si vous utilisez Anki, vous faites un copier-coller de ça dans votre carte de révision, hein. Ça va vous aider, ça, hein. Donc, ouais, le compas qu'on a enterré dans la terre, le garçon qui a perdu son compas dans la terre, le boy scout. Ouais, on peut penser à un boy scout, ouais. Qui sert d'un compas pour s'orienter dans le territoire. Ou alors qui nettoie la terre de sa boussole. Un boy scout qui nettoie la terre de sa boussole. Ah, ça peut marcher, ça peut rester ça. Les petits garçons vont toujours en direction de la terre et de la boue. Ah, effectivement. Ou les garçons ont souvent leur tête en direction de dirty. Mais bon, dirty, dirt et dirty, c'est une correspondance qui marche en anglais, mais qui marche moins bien en français. Voilà. En tout cas, vous l'avez. On termine sur ce joli bébé. C'est terrible. Mais néanmoins fort sympathique. Et voilà. On va s'arrêter là aujourd'hui. Et la prochaine fois, on retrouvera pas mal de kanji qui vont utiliser ce petit composant. Et beaucoup de kanji très très utiles. D'ici là, on se reverra peut-être mardi prochain pour un peu de lecture. Et voilà.